Bonjour à tous mes amis francophones. Je m'appelle Thiago Reis, je suis un néphrologue brésilien et pendant les derniers 6 mois, j'étais chez les professeurs Ronco à Vicenza, en Italie. Je voudrais vous raconter ma expérience dans cette période catastrophique, disons. C'est sur mes conflits d'intérêts. Alors, spécifiquement sur les COVID-19, on sait qu'il y a l'infection pendant 7 jours des symptômes. Après ça, dans les patients plus graves, la nécessité d'aller dans le service hospitalier, la nécessité, après 5 jours, plus ou moins, nécessité de support en soins intensifs. Et après que les patients passent pour 10 à 14 jours en thérapie intensive, il y a un état d'immunoparalyse où ces patients prennent des infections pour les bactéries gram négatifs et bien, le prognostic, c'est pas bien. On a créé à Vicenza ces concepts de la extracorporeal blood purification, la purification du sang tridimensionnelle, c'est-à-dire on a ici les X et ça représente la hyperinflammation. Et ici, c'est une cartridge pour faire la hémoadsorption. Ça, c'est une microscopique électronique de cette petite boule. On a ici les XY qui représentent les endotoxines produites par les bactéries gram-négatifs. Ça, c'est aussi l'extruture dans la microscopie électronique. Et on a les XZ qui représentent l'insuffisance rénale aiguë. Et ça, c'est une membrane d'un dialysateur de medium cutoff, par exemple. On sait que dans tous les pas de la régulation des systèmes immunologiques, les cytokines ont un rôle principal. La capacité d'absorption de cette cartridge comprend les molécules de 10 jusqu'à 60 kilodaltons. Ce sont des petites boules comme celle-ci. Les cytokines, comme les interleukines 6, le facteur de nécrose tumorale alpha, ils ont un moyen, une taille qui est dedans cette range des rémonctions. Aussi la myoglobine qui a 17 kilodaltons, aussi les catènes légères kappa, lambda, entre des autres aussi. Bien, ça c'est une étude rétrospective avec tous les bias qui concernent les études rétrospectives faites en Italie, publiées dans l'Ancet. Il y avait 544 patients, parmi eux 179 qui étaient les patientes qui ont le tocilizumab, un autre de le traitement standard, et 365 patients qui prenaient seulement le traitement standard contre l'infection COVID-19. On peut regarder ici que la ventilation mécanique, la nécessité de ventilation mécanique était mineure dans les patients qui ont pris les tocilizumab, un anticorps monoclonal contre la interleucine 6. Dans cette même étude, aussi la mortalité est mineure dans les groupes qui ont pris tocilizumab. Une autre étude, aussi rétrospective, observationnelle, avec 158 patients, a démontré que la température corporelle avait une chute plus rapide dans les patients qui ont pris le tocilizumab et aussi la protéine C réactive.
une autre étude maintenant avec un autre anticorps monoclonal, mavrilimumab, qui c'est un anticorps contre une cytokine liée à la reproduction des cellules granulocytiques. Alors, ça a été une étude prospective maintenant, open label, avec 39 patients. Un groupe de 13 patients a pris le mavrilimumab, aussi que la thérapie standard, et ce groupe a eu un améliorement plus rapide, a eu une discharge hospitalière plus rapide et aussi la résolution de la fièvre plus rapide, tous avec significance statistique. Ça a été une étude publiée en JAMA, en Grèce, avec la colchicine. Et entre les endpoints, deuxième endpoint, secondary endpoints, était la nécessité de ventilation mécanique. Aussi avec les patients qu'on a COVID-19, prospectifs, randomisés, open label. Et ici, 105 patients ont pris la colchicine, un autre qui les traitements standards. Et la nécessité de ventilation mécanique était 1,8% dans les patients avec la colchicine contre 14% des patients qui ont les traitements standards. Bien sûr que quand on a une diminution aussi grande, il faut regarder ces études avec caution, avec attention, parce que il n'existe pas un médicament magique. Les auteurs sont clairs avec ça, ils ont dit ça, mais de toute façon, sont des données intéressantes. Et finalement, l'étude Recovery, c'était une étude prospective randomisée open label avec 6425 patients qui ont pris les traitements standards et on nous dit ça, les traitements avec la dexaméthasone. Dans les patients plus graves, l'utilisation de dexaméthasone a été liée à une réduction de la mortalité, mais par contre, dans les patients qui n'avaient pas besoin d'oxygène, ça n'était pas statistiquement significatif. C'est-à-dire que la immunomodulation peut-être qui fonctionne, qui est utile dans les patients infectés par le SARS-CoV-2. C'est difficile de dire qu'on doit démarrer ces traitements. C'est comme la dialyse, on ne sait pas jusqu'à maintenant qu'on a démarré, mais il y a des critères qui ont un rationnel, ont un sens pour être appliqués. Pour démarrer ces traitements, par exemple, des critères cliniques comme le respiratory index meilleur que 300, peut-être que 150, je ne sais pas, mais la dysfonction du ventricule gauche, l'insuffisance rénale aiguë, fièvre, les chocs. Ça, peut-être qui sont les critères cliniques. Les critères cliniques, pardon. Les critères laboratoriels, peut-être que le lymphocyte count, le nombre de lymphocytes, la ferritine, les dimères, la protéine C réactive, parce que des études jusqu'à maintenant démontrent que ces facteurs ici sont liés à la mortalité dans les patients infectés. Pour faire le monitorage de ces patients, je trouve que les mêmes critères ont un sens pour être appliqués et aussi les mêmes critères laboratoriaux. Pour stopper ces traitements, on n'a pas de critères jusqu'au moment et sont des critères arbitraires. Par exemple, pour la remotion de cytokines, 3 jours consécutifs et les traitements pendant 2 jusqu'à 12 heures. Et pour les endotoxines, un traitement pour 2 jours, 2 heures chaque traitement. Mais dans l'agenda de recherche, c'est important d'essayer de valider ces critères ici
dans les contextes de randomisés, de trials, randomized controlled trials. Ici, une autre fois, la taille des molécules de cytokines. Et c'est vraiment intéressant parce qu'un cartridge a une surface de plus ou moins 60 000 mètres carrés. C'est-à-dire que les Maracanã a 5 000 mètres carrés et seulement une cartridge signifie 12 Maracanã. Pour démontrer ça avec un dialysateur normal, chaque dialysateur a plus ou moins 1,6 mètres carrés de surface. Alors, quand démarrer ces traitements? Bien, dans les phases de hyperinflammation, quand les patients sont dans les soins intensifs avec nécessité du support avec l'oxygène, ça paraît d'être le moment plus pertinent pour démarrer ce traitement. Les principales, c'est l'absorption. Sont des petites boules, comme je viens de dire, avec un polymère. La duration de 6 heures, parce que après ça, et la capacité d'absorption diminue significativement. La fréquence 1, 2 ou 3 jours, l'anticoagulation avec les citrates ou l'héparine, il est flux sanguin de 100 à 500 ml par minute. Ça a été un case report d'un patient en Italie. Il avait l'infection et il a pris le tocilizumab et aussi il a pris la thérapie du hématsorption. Initialement, la relation PaO2 et FiO2 était de 132. Avec 3 jours de l'hématsorption, ça a augmenté pour 315. La protéine C réactive a été de 229 et a chuté jusqu'à 59. La procalcitonine était bas. Ces patients n'avaient pas une infection liée jusqu'à le moment. Et l'interleucine 6 a une chute de 1000 jusqu'à 415. Et aussi, ces patients ont pris les tocilizumab. On sait qu'après les tocilizumab, on a une augmentation de l'interleucine 6. Donc, on peut dire que peut-être que sans la hémodistribution, l'interleucine 6 avait une augmentation et ça n'a pas. Ils n'ont pas vu ça. C'est intéressant. Ici, un autre case report. Ça, avant le démarrage, ça, quand le patient était dans les soins intensifs, quand il est entré dans les soins intensifs. Ici, après le démarrage de l'hématsorption et ici, après les traitements. On peut faire ce traitement avec la thérapie de dialyse continue. Donc, dans ces cas ici, on a la pompe de sang, le dialysateur de la dialyse et après le cartridge pour la hémoabsorption ici dans le système. Spécifiquement ici, donc on a la pompe sang, le sang vient ici et après il va faire séchement ici et avant d'aller dans le bubble trap, il part dans le cartridge et après il va dans le bubble trap. Aussi avant, c'est possible de faire avant le filtre de la hémodialyse. Et avec l'ECMO, c'est aussi possible. Dans ces cas-là, le sang vient ici. Ça, c'est la pompe pour de la ECMO. Il s'en vient ici. Ça, c'est la membrane oxygénateur. Et après, il rentre au patient. On met ici un overlocker. Et disons que le flux de sang ici, c'est 5000 ml par minute. Par contre, dans notre système parallèle, on a un flux de 150 ml par minute seulement. Donc, une partie du sang vient ici, vient après sur le cartridge et après rentre chez le système de l'ECMO. Ça, c'est un trial qui est en courant, qui est en Allemagne, avec seulement les patients en ECMO.
Et ces patients, un groupe de patients va faire l'ECMO et aussi la hémoperfusion. Et l'autre groupe, seulement l'ECMO. C'est randomisé, open label, avec des centres tous en Allemagne. Avec l'expérience du moment, avec 8 patients, les 4 qui ont reçu les hémopurifications ont une concentration d'interleucine 6 plus bas que les autres des groupes contrôle. Alors, je voudrais parler sur la hémoperfusion pour émotion pour des endotocines. Et le moment idéal pour faire ce traitement, peut-être que c'est ici, après que le patient sorte de l'état d'hyperinflammation et vient l'état d'immunoparalysis, où les infections pour les germes gram-négatifs sont fréquentes. Alors, les endotocines se situent ici dans les parois des bactéries gram-négatives. On sait que les bactéries gram-négatives ont deux membranes, une interne, l'autre externe. Et ici sont les endotoxines qui sont aussi nommées comme les polysaccharides. Ça, c'est l'exstructure en 3D. Et il y a deux routes de lésions pour les endotoxines. Une route directe au rein, et ça a été fait sur les récepteurs Toll-like 4, et aussi une autre route pour les récepteurs, les mêmes récepteurs, mais avec une réponse systémique. Ça, c'est la microscopie électronique pour les fibres de cette cartridge. Cette étude, une analyse post-hoc de l'étude Euphrates, a démontré que les patients avec une activité d'endotoxine entre 0,6 jusqu'à 0,9 ont une chute de la mortalité avec le traitement pour la rémotion des endotoxines. Ça, dans les contextes des patients en choc avec les bactéries gram-négatives. Les principes, c'est le même des adsorptions, sont des fibres de colonne avec polymyxine B qui se lient à des endotoxines. Donc, cette polymyxine ne va pas directement au patient. La duration de 2 heures, 2 jours, se traite ou par une coagulation. Et dans ces cas-là, les flux sanguins sont plus bas, de 80 jusqu'à 120 ml par minute. Et ça, c'est comment on fait l'analyse. Des prélèvements sanguins. Et ça, c'est la machine pour faire des analyses de l'activité de l'endotoxine. Et ça, c'est le traitement. Donc, on a besoin seulement d'une pompe. Il s'en vient ici, pas sur la pompe, vient dans le cartridge et après faire ce chemin ici jusqu'à le bubble trap. Et ici, vous pouvez regarder qu'on a un flux de 100 à 120 ml par minute. Un autre traitement qu'on fait à Vicenza, c'est le Plasma Adsorption Perfusion, PAP. Donc, ça représente les cathéters du patient. Ici vient le sang, passe sur la pompe, vient ici. Et maintenant, on a un plasma filtre pour le plasma. C'est-à-dire que 30% de plasma vient ici et 70% du plasma vient dans cet autre schéma. Ces plasmas qui viennent ici passent dans un cartridge avec les propriétés pour se lier à la bilirubine. Donc, ces traitements, c'est pour les patients qui ont une insuffisance hépatique aiguë. Et après que le sang passe ici, il tourne chez le patient ici dans le bubble trap.
Ici, c'est la machine avec le plasma filter et aussi le cartridge. Alors, les sang fait séchement là. Il passe sur la pompe de sang, vient ici, vient jusqu'à bas anode et ici sortent les plasmas. Les plasmas, par contre, passent sur la pompe de plasme, viennent ici, dedans le cartridge, passent ici et rentrent chez les patients dans le bubble trap. Ça, c'est les traitements en cours. Ici, le flux de sang était 150 ml par minute. Un autre traitement qu'on fait souvent à Vicenza, c'est la rémotion du CE2. Alors, ici, on a besoin d'un accès veineux, le même cathéter qu'on utilise pour la hémodialyse, mais il faut être 13 French au plus grand que ça, disons jusqu'à 15 French, parce qu'on a besoin d'un flux de 500 ml par minute. Donc, le sang vient ici, ça c'est la pompe, et ici c'est la membrane où par diffusion, les CE2 sortent et après le sang rentre au patient. Le principe ici c'est la diffusion et pas l'absorption, bien sûr. C'est un traitement continu. L'anticoagulation est faite avec l'héparine, pas le citrate, parce que les flux de sang sont grands, comme je dis, de 500 ml par minute. Et les cathéters doivent être au moins 13 French. On peut faire ces traitements avec seulement une pompe, comme ici dans ces machines, ou lié à une machine de CRRT. Ça a été publié récemment, dans le dernier mois. Ça ici, c'est un consensus pour l'application de la rémotion de CO2 dans les patients avec le ARDS. Alors, ce traitement est indiqué dans les patients où on veut faire la ventilation ultra-protective, c'est-à-dire une ventilation avec un volume courant mineur qui est 6 ml par kilogramme. Ces patients qui ont la PaCO2 plus grand que 60, un pH menor que 7,25 et une relation PaO2-FiO2 menor que 150 mm de mercure et une pipe plus grande que 8. Pour stopper ces traitements, au moins 48 heures de traitement, c'est un traitement, comme je viens de dire, continu, avec un volume courant de 6 ml per kilogramme, en pH menor, plus grand que 7,3 et une fréquence respiratoire meilleure que 25. Alors, ça a été aussi appliqué à Vicenza. Moi, je porte aussi le maillot de Vicenza, de l'Urive. Bien, sur les biomarqueurs urinaires, on a le NephroCheck, qui sont deux marqueurs ensemble, les TIMP2 et les IGF-BP7, qui sont des marqueurs d'arrêt de cycle cellulaire. Bien, ça a été fait en Allemagne, en étude prospective avec 23 patients. Parmi eux, 12 étaient dans les soins intensifs. Et malheureusement, ce test n'a pas pu dire les patients qui vont développer l'insuffisance rénale aiguë contre ceux qui ne vont pas l'avoir. Mais quand les patients avec un AKI stage 3 et un résultat de ce prélèvement plus grand que 2, je veux dire que tous les patients qui ont un résultat plus grand que 2 vont développer
l'insuffisance rénale stage 3. Par contre, les patients qui ont l'insuffisance rénale aiguë, dans ces cas-là, 12 patients, ces patients qui ont un résultat inférieur à 0,3 ne vont pas avoir une progression de l'insuffisance rénale aiguë. Alors, un autre test, c'est le NGAL urinaire aussi. Cette étude a été faite au Japon avec 17 patients en soins intensifs. Donc, dans ce cas-là, tous les patients étaient dans les soins intensifs. Et à l'entrée de l'admission en soins intensifs, ce prélèvement ont été faits. Et dans ce cas-là, parmi ces 17 patients, 10 ont développé l'insuffisance rénale aiguë. La médiane des concentrations de NGAL était 93. Dans les patients sans insuffisance rénale aiguë, la médiane du NGAL était 26, avec une différence statistique. Le cut-off idéal, c'est de 73 nanogrammes par ml. Et la sensibilité et spécificité étaient bonnes, donc 70% de sensitivité et 86% de spécificité avec ces points ici, 73. Bon, ça a été ma expérience en Vicence. On a publié beaucoup de travail dans ces derniers 6 mois, principalement un travail en Nature et un autre en Lancet. Pour finir, je voudrais vous démontrer ici le traitement avec la hémoperfusion pour les cytokines. Donc, ici, j'ai notre présentation. Et ici, c'est un petit vidéo avec le cartridge, qui sont ces petites boules où le sang passe, où le sang va passer. Donc, ce sont vraiment ces petites boules avec la capacité d'absorption qui ont une surface, comme je viens de dire, de 12 maracanons. Je finis maintenant. J'espère que c'était une bonne présentation. Je suis ouverte pour des emails. Ça, c'est mon email. Thiago Reis, avec un H ici, nefro, gmail.com. Merci.